Chers amis des Riches Clairs, j'ai grand plaisir aujourd'hui à accueillir Arnaud Delacroix, qui était un invité de Jacques de Decker, dont malheureusement le décès a obligé à ce qu'on reprogramme cet entretien. Et je suis d'autant plus heureux de recevoir Arnaud Delacroix et de démarrer ce coup de midi en évoquant le nom de Jacques de Decker et la manière dont il saluait le public des Riches Clairs en les appelant toujours « chers amis des Riches Clairs ». Alors, notre invité aujourd'hui est Arnaud Delacroix. C'est un auteur prolifique, c'est un auteur avec plusieurs casquettes, et c'est peut-être en essayant d'identifier quelques-unes de ces casquettes, si je peux me permettre cette expression, que j'aimerais débuter cet entretien. Arnaud Delacroix, vous avez été éditeur, notamment dans le domaine jeunesse et dans le domaine de la bande dessinée. Vous avez été historien, écrivain aussi, puisque vous avez 1 ou 2 romans à votre actif, auteur de bande dessinée, très actif sur les réseaux sociaux, en particulier Facebook, où vous êtes devenu presque une sorte de polémiste, réagissant sur des phénomènes de société et provoquant souvent des réactions tout à fait passionnées, si pas excessives dans certains cas. Et par ailleurs, vous êtes aussi un arpenteur de Bruxelles, en particulier dans les rayons où se trouvent, dans les régions où se trouvent des bouquineries. Et là, je vous envie beaucoup parce que quand vous publiez les trouvailles que vous faites dans les bouquineries, on se dit on aurait bien voulu être là juste avant vous pour avoir le livre que l'on trouve. Alors, première question. Et là, je reviens à votre formation. Vous êtes de formation philosophe, mais passionné d'histoire médiévale, et en plus passionné de tir à l'arc, si j'ai bien lu dans une des biographies. Alors, en quoi est-ce que l'on peut faire du tir à l'arc en tant que philosophe et en tant qu'historien? Quelle est la part de la philosophie et de l'histoire qui vous a conduit au tir à l'arc? Wow, voilà une fameuse question. Bon, j'ai fait des études de philosophie, effectivement. Et puis, assez rapidement, je me suis intéressé à l'histoire. Et donc, j'ai commencé à écrire des essais qui portaient d'abord sur la civilisation médiévale, beaucoup. Et d'ailleurs, dans ce livre, cette nouvelle histoire de Bruxelles, il y a évidemment toute une partie médiévale, puisque l'époque médiévale a été très importante dans l'histoire de Bruxelles. C'était peut-être un des sommets de l'histoire bruxelloise, à l'époque où le duc de Bourgogne, Philippe le Bon, qui se faisait appeler le grand-duc d'Occident, avait sa cour à Bruxelles. Voilà. Mais dans mes ouvrages historiques, il y a toujours un petit peu de philosophie qui s'infiltre, qui s'insinue, qui se glisse. Voilà. Ça, c'est une première tentative de réponse. Quant au tir à l'arc, j'avais envie de faire du sport pendant des années, et j'étais éditeur, effectivement, à l'époque, et j'ai travaillé avec un illustrateur qui est devenu un peu une star mondiale depuis qu'il est parti en Nouvelle-Zélande réaliser les décors de la trilogie Le Seigneur des Anneaux pour le réalisateur Peter Jackson. Et en l'occurrence, cet illustrateur se nomme John O. Alors John O et moi, on partage une passion pour la civilisation médiévale, et John fait partie d'ailleurs, il vit à Neuchâtel en Suisse, même s'il est d'origine canadienne. Il a fait ses études d'illustrateur à Strasbourg, en France. Eh bien, il fait partie d'un groupe d'animation médiévale où les gens s'habillent en costume médiéval et participent à toutes sortes d'animations dans des hauts lieux de la culture médiévale. Voilà, des forteresses, des châteaux, etc. Alors, moi-même, j'ai fait ça aussi. J'ai fait cette expérience en Belgique. J'ai rencontré des gens passionnants en faisant ça. Toutes sortes de gens, des jeunes, des moins jeunes, qui s'exerçaient au combat, à l'épée, etc. Voilà. Et un jour, John m'a dit, Arnaud, un sport qui te plairait beaucoup, c'est le tir à l'arc. Parce que c'est un sport qui allie à la fois le mental et le physique. Voilà. Et donc je tire au grand arc. Le grand arc, c'est l'arc médiéval. C'est pas le recurved, l'arc recourbé qu'on voit par exemple dans les films Rambo. Ça, c'est autre chose. Ici, le grand arc, c'est un arc qui a la taille de la personne. Et voilà. Et une fois qu'il est bandé, il a une taille différente. Et il a une puissance, voilà, pour ouvrir l'arc, c'est un gros effort physique. Et alors il y a quelque chose de passionnant qui se passe quand on tire, c'est qu'on sait de manière intuitive quand votre flèche est bonne. Voilà. Donc ça, c'est la particularité du tir à l'arc. Il y a tout un aspect mental
des choses dans le tir tel que je le pratique, c'est-à-dire le tir à l'arc médiéval, comme je l'ai dit, qu'on appelle aujourd'hui le tir à l'arc instinctif, souple, c'est-à-dire qu'on tire sans viser, sans fermer un œil. Si vous observez les tireurs à l'arc dans la discipline olympique qui porte ce nom, ça c'est des gens qui ont des arcs pleins de gadgets et qui ferment un œil, qui visent soigneusement. C'est pas le cas dans le tir à l'arc instinctif. On ne vise pas, on regarde la cible et on lâche la flèche. Voilà, et elle se dirige vers la cible et au cœur parfois de la cible. Voilà. Très bien. C'est un sport qui allie le mental et le physique, et donc je pense qu'il y a de la philosophie là-dedans. Alors les personnes ici dans le public... Et de l'histoire médiévale. Bien entendu. Oui. Ah oui, au Moyen-Âge, le grand arc, c'est une arme très très importante. Et ça reste une arme aujourd'hui. Dans les clubs de tir à l'arc dont j'ai fait partie, etc., il faut être extrêmement prudent. Jamais on ne bande son arc face à une personne. Voilà, parce que c'est vraiment une arme. Voilà. Maintenant, je dis, des gens dans le public qui seraient intéressés à aller plus loin sur la réflexion philosophique sur le tir à l'arc, il existe un magnifique petit livre qui s'appelle Le Zen dans l'art chevaleresque du tir à l'arc. Alors c'est un livre écrit par un Allemand qui s'appelle Eugène Erigel. C'est un ouvrage qui est réédité chaque année, vous pouvez le trouver très facilement, et il se trouve peut-être d'ailleurs à la bibliothèque d'Erich Clair. Et Eugène Erigel, c'est un personnage intéressant parce que c'était un professeur de philosophie allemand, mais qui donnait cours au Japon, à Tokyo, et il s'est fait initier au tir à l'arc japonais. Et alors il y a toute une réflexion dans son livre à ce sujet. C'est un livre tout à fait passionnant. La bibliothèque d'Erich Clair va certainement l'acquérir si elle ne l'a pas déjà. Alors, si vous voulez bien, on va entrer dans le livre qui nous vaut le plaisir de vous avoir ici à la bibliothèque d'Erich Clair, qui est cette nouvelle histoire de Bruxelles, des origines à aujourd'hui. Vous avez déjà évoqué un peu les origines, mais on va y revenir. Alors, une des raisons pour lesquelles Jacques de Decker tenait beaucoup à vous recevoir dans les coups de midi d'Erich Clair, c'était aussi parce que le premier invité des coups de midi d'Erich Clair était Georges-Henri Dumont pour son Histoire quotidienne de Bruxelles. Et je sais que vous l'avez cité dans vos remerciements d'une part et dans les références des livres auxquels vous faites appel. Alors peut-être une première question, est-ce qu'il y aurait en tant qu'historien, cette fois-ci, une filiation entre le travail de Georges-Henri Dumont et le travail de Arnaud Delacroix en matière d'histoire de Bruxelles ? Alors ce serait me faire beaucoup d'honneur parce que j'ai une grande admiration pour Georges-Henri Dumont et j'ai eu le privilège quand j'étais tout jeune, j'avais une vingtaine d'années, de le rencontrer, de parler longuement avec lui. Voilà, c'était l'époque où il avait publié un ouvrage qui était un succès en librairie et qui est toujours très lisible aujourd'hui, qui est Son mari de Bourgogne. Voilà, personnage qui a vécu d'ailleurs en partie à Bruxelles, n'est-ce pas ? Un personnage étonnant de la fin du Moyen-Âge dans nos contrées, dans nos régions. Et il a par ailleurs aussi écrit Biographie d'une ville, Bruxelles, dans les années 90, effectivement. En 97, voilà, en 97, qui était tout à fait. Et c'est une des grandes histoires de Bruxelles qui ont précédé celle-ci. Je ne dis pas que celle-ci est grande, mais j'ai été lire évidemment très attentivement toutes les histoires qui ont précédé, et c'est une des grandes, avec celle évidemment de Henne et Wouters, qui date de la fin du 19e siècle, qui reste une somme. Et d'ailleurs, quand on lit les suivantes, on se rend compte que les auteurs ont tous été chercher en partie leurs biens chez Henne et Wouters, qui avaient accès aux archives très anciennes de la ville de Bruxelles, etc. Enfin, qui ont commis parfois certaines erreurs de détail, notamment confondre le Manneken-Pis avec une fontaine qui était voisine, etc., et qui portait un nom très très proche. Voilà. Alors Georges-Henri Dumont, c'est un personnage que j'admire. C'est quelqu'un qui a une qualité d'écriture qui me touche beaucoup. C'est à la fois un grand vulgarisateur, mais au sens noble du terme. C'est-à-dire la vulgarisation pour lui, c'est pas de la facilité. Ça n'empêche pas la rigueur, ça n'empêche pas les intuitions, les audaces, les découvertes. Et c'est quelqu'un qui est aussi un grand narrateur. C'est un écrivain. Vous disiez tout à l'heure que j'ai commis 2 romans et donc je suis un écrivain. Je pense qu'on peut être essayiste et écrivain à la fois. Voilà, en tout cas j'ai cette ambition. Et je pense que Georges-Henri Dumont l'avait également. Alors une petite anecdote à son sujet. Je me suis beaucoup intéressé au personnage de Marie de Bourgogne. J'en reparle ici dans le livre, parce que c'est une femme extraordinaire qui est morte très très jeune dans un accident de chasse,
qui s'est battu pour maintenir l'indépendance des régions ici, alors qu'il y avait une tentative d'invasion par le roi de France Louis XI à l'époque, après la mort du père de Marie de Bourgogne, Charles le Téméraire, qui est mort tragiquement, n'est-ce pas, son cadavre a été rongé par les loups à la bataille de Nancy. Eh bien, ce personnage de Marie de Bourgogne, j'ai eu l'occasion d'en parler longuement avec Georges-Henri Dumont, et je pense qu'il en était secrètement amoureux. Voilà. Je dis ça parce qu'il me l'a laissé entendre. Mais vous indiquez dans les remerciements, et c'est très touchant, d'autant plus que le titre du livre de Georges-Henri Dumont consacré à Bruxelles, et qui peut-être crée des liens avec vous, est Bruxelles, 1000 ans de vie quotidienne. Et j'ai eu le sentiment, en lisant votre nouvelle histoire de Bruxelles, que c'était une démarche que vous aviez, qui est non seulement d'être un conteur, d'écrire vraiment, d'être un écrivain de l'histoire, mais également d'identifier dans la grande histoire la part que les petites histoires apportent à l'éclairage que l'on peut avoir sur les grands mouvements de l'histoire. J'aimerais que vous nous disiez un peu sur cette démarche-là en particulier. Oui, alors c'est non seulement les petites histoires, mais c'est aussi les petites gens. Voilà, je pense qu'un personnage comme Philippe le Bon, le grand-duc d'Occident, ou Marie de Bourgogne, héritière du duché de Bourgogne quand elle avait une petite vingtaine d'années, sont des personnages qui ont joué un rôle très important dans l'histoire de la ville, mais il y a aussi tel marchand, tel pêcheur, n'est-ce pas, tel tenancier d'un moulin, parce que Bruxelles est une ville qui est née sur l'eau, qui est née grâce à la force motrice de l'eau. Hein. C'est une ville qui est un carrefour dès le départ et qui va le rester jusqu'à aujourd'hui. C'est plus que jamais un carrefour. Et donc je pense qu'il était important de faire intervenir ces personnages. Et certains d'entre eux sont identifiés, voilà. Au XIIIe siècle, par exemple, il y a le nom d'un importateur de laine anglaise à Bruxelles, ce qui prouve, parce qu'on a son testament, il est signé, c'est Wishmar. On a là un marchand bruxellois, c'est un personnage tout à fait intéressant. Et on a d'autres éléments. Par exemple, j'ai parlé d'une personne qui a été accusée de sorcellerie à Bruxelles, la Bloemardine. Voilà, c'est un personnage intéressant à laquelle s'est intéressé un écrivain que j'ai bien connu aussi. Pour le coup, c'était un romancier, Gaston Compère. Il a écrit sur ce personnage, peu connu, méconnu, mais très très intéressant, qui était proche du mouvement des Béguines et du courant du libre esprit au Moyen-Âge, et qui a été attaqué pour cette raison, notamment par un grand mystique de nos régions, qui a été chapelain à un moment donné à l'église, ici, la future cathédrale de Bruxelles, qui à l'époque n'était jamais qu'une collégiale, n'est-ce pas, Saint-Michel et Gudule, le fameux Ruysbroek, l'admirable, comme on l'appelle, mais qui a poursuivi de sa vindicte ce personnage de la Bloemardine, voilà, qui a bénéficié, heureusement pour elle, de certaines protections. Voilà, donc elle n'a pas été brûlée. Alors, vous évoquez les petites gens que vous évoquez, mais vous avez aussi une manière d'écrivain, de romancier, de conteur, de parler des grandes personnalités. Alors, je pense, j'ai identifié quelques-uns des portraits sur lesquels j'aimerais vous faire réagir. Par exemple, Erasme, qui vous donne l'occasion d'évoquer ce séjour à Anderlecht qui fut très bref, cette maison d'Erasme. Alors, comment est-ce que vous abordez l'écriture du chapitre consacré à Erasme dans votre nouvelle histoire de Bruxelles? Oui. Alors, je suis parti d'un lieu. Ouais. Ce lieu, c'est la maison d'Erasme. C'est un lieu que j'ai découvert il y a des années. Bruxelles est une ville assez secrète. Et que j'ai mis vraiment beaucoup de temps à la découvrir. Il y a beaucoup de recoins, d'impasses, de ruelles. Et il y a des endroits comme ça, un peu magiques. Et pour moi, la maison d'Erasme, c'est un endroit assez magique. Je l'appelle souvent une bulle temporelle. Vous entrez dans cette maison d'Erasme. D'abord, il y a un jardin des simples qui a été restauré par René Pecher, grand architecte des jardins dans ce pays. Et puis, on entre dans cette maison qui appartenait à un chanoine à l'époque, et où effectivement, un des plus grands humanistes de l'Europe de l'époque, Erasme, a été accueilli durant 6 mois. Alors on peut juger ça un séjour bref. Il faut savoir d'une part qu'Erasme est un éternel nomade. C'est quelqu'un qui était poursuivi souvent par la haine, par la vindicte, là aussi, des puissants, des moins puissants, des courants, etc., parce qu'il avait des idées assez personnelles, et donc il bougeait continuellement. Et quand il est venu à Bruxelles, d'ailleurs, j'ai retrouvé un témoignage à ce sujet, le tout jeune Charles Quint l'a rencontré, qui avait une certaine admiration pour lui, mais lui a conseillé
de ne pas s'éterniser à Bruxelles, parce qu'il courait un danger. Voilà. Mais Erasme, dans sa correspondance, parle de ce séjour à Anderlecht. Et c'est quelque chose qu'il a, je dirais, c'était un séjour roboratif pour lui. C'est quelqu'un qui vivait de manière, il était assez déprimé, de par les écrits qu'il avait publiés qui étaient en but à la censure à l'époque, notamment parce qu'il analysait les Saintes Écritures avec l'outil de la raison raisonnante, n'est-ce pas, la critique rationnelle, et c'est quelque chose qui pouvait être très mal vu, alors qu'Erasme était un croyant, n'est-ce pas, mais c'est un croyant qui n'est pas du tout du côté de la superstition. Et donc, il était mal vu pour cette raison, mais il était mal vu aussi du côté protestant, n'est-ce pas? Là, il y a la censure catholique d'un côté qui le poursuit parce qu'il analyse les Écritures de manière rationnelle, comme je le disais, mais il est aussi mal vu du côté protestant parce qu'il refuse de s'aligner sur le camp protestant. Il a reçu des invitations, souvent très appuyées, de la part de Luther et d'autres, et il n'a pas voulu répondre. Voilà. Parce qu'il croyait, comme Charles Quint le croyait aussi à l'époque, qu'il y avait encore moyen de s'entendre. Voilà. C'est malheureusement pas ce qui s'est passé. Alors ça, c'est un épisode dont on n'aime pas beaucoup parler en Occident, mais on a vécu quand même 2 siècles, c'est très long, de guerre de religion entre le parti protestant et le parti catholique. Ça s'est soldé par des millions de morts, n'est-ce pas? Voilà, un des épisodes les plus célèbres, les plus sinistrement célèbres, c'est la guerre de 30 ans. Voilà. Mais il y a eu aussi d'autres épisodes dont je parle ici parce qu'ils nous ont concernés directement, notamment le fameux épisode qui a démarré dans ce qui est le nord de la France aujourd'hui, en Flandre française, n'est-ce pas, qui est l'épisode de la crise iconoclaste, hein, où pendant tout un été, qu'on a appelé l'été extraordinaire, eh bien, on a commencé à détruire les statues, les peintures dans les églises, etc. C'était de la cancel culture de l'époque, n'est-ce pas? Et donc, l'espoir d'Erasme, comme l'espoir de Charles Quint, de voir les gens ne pas s'entretuer, malheureusement, cet espoir a été démenti par les faits. Mais bon, voilà, à Bruxelles, pour lui, il était à la campagne à l'époque, parce que Anderlecht, à l'époque, c'était un village, n'est-ce pas? Et j'en parle, je mets en scène, j'essaye de reconstituer l'ambiance de l'époque. Et c'est un village où il y avait par contre une église de très grande importance. Voilà, ça c'est intéressant aussi. Qu'est-ce que dans ce petit village perdu dans l'environnement de Bruxelles, l'environnement immédiat de Bruxelles, eh bien, il y a une église de très très grande importance. Pourquoi? Parce que c'était un but de pèlerinage. Voilà. Le pèlerinage, c'est la façon médiévale d'obtenir la guérison au sens mental et physique. Voilà. Et les gens qui fréquentaient cette église, l'église de Saint-Guidon, c'est les gens qui étaient atteints d'un mal médiéval qui était répandu pendant tout le Moyen-Âge, qui s'appelait la danse de Saint-Guy. Alors qu'est-ce que c'est que la danse de Saint-Guy? On le sait aujourd'hui. Au Moyen-Âge, on ne comprenait pas de quoi ils retournaient. C'est des gens qui se mettaient tout à coup à faire des mouvements désordonnés, à hurler, etc. En fait, ils étaient tripés. Parce ils étaient contaminés par l'ergot de seigle, n'est-ce pas, qui est un parasite du seigle, qu'on pouvait retrouver parfois dans le pain. Et c'est exactement l'équivalent du LSD. Voilà. Le LSD, ce n'est jamais que la synthèse, une fabrication chimique de synthèse, qui était découverte dans les années 50-60. Mais c'est tout à fait l'équivalent. Donc ces gens faisaient des tripes au LSD. Et pour se guérir, ils venaient notamment en pèlerinage. Saint-Guy, Saint-Guidon. Je pense que l'assonance n'est pas due purement à une coïncidence, même si Saint-Guidon est un saint populaire bruxellois, un saint marchand, n'est-ce pas? Mais c'est un saint né du culte populaire, je l'explique aussi dans le livre. Saint-Guidon n'est pas du tout identifié. C'est un saint né de la piété populaire. C'est un marchand bruxellois qui aurait vécu vers 1085. En réalité, c'est un endroit tout près de l'église Saint-Guidon où il y avait un arbre où auraient eu lieu certains miracles de guérison. Et à partir de là, on a construit ce culte et on a élaboré une vie. C'est une création de la piété populaire, ce Saint-Guidon. Voilà. Et donc c'est intéressant de voir qu'Erasme se retrouve en séjour là, parce qu'il a certainement dû avoir affaire à ces manifestations de piété populaire, lui qui, dans son éloge de la folie, s'attaquait aux manifestations de la superstition. Donc c'est tout à fait intéressant qu'il ait séjourné à Anderlecht, dans ce lieu, dans cette maison du chanoine Wakeman, qui était toute proche
de l'église Saint-Guidon, qui est toujours toute proche de l'église Saint-Guidon. Et que l'on peut recommander à tous d'aller visiter dès qu'on pourra retourner dans ces lieux publics. Alors, vous avez évoqué cette manière que vous avez à partir d'un personnage d'élargir un peu le cercle, et on le voit bien quand vous en parlez. Il y a aussi une autre approche que vous avez qui est tout à fait passionnante dans votre livre, qui est de partir d'un événement ou d'un personnage historique, et puis de nous ramener petit à petit à aujourd'hui. Alors, je prends un exemple à partir de Charles Quint que vous avez cité, Charles Quint, mais aussi l'Ommegang et le vieux Spijtigendeuvel que vous évoquez. Alors là, il y a un lien qui s'établit et qui est merveilleusement raconté dans le livre. Oui, enfin, c'est un lien qui relève aussi de la légende. Voilà. Voilà, le vieux Spijtigendeuvel, c'est un bistrot, une taverne que j'ai fréquenté d'ailleurs tout un temps, qui existe toujours aujourd'hui. C'est un peu plus luxueux apparemment. Parce que quand je l'ai fréquenté, il y a 20 ans, 30 ans, c'était vraiment un bistrot pourri, quoi. Hein, mais qui avait... Chauffé avec un poêle à bois, d'ailleurs. Hein, exactement. Un poêle à bois au milieu de la salle. Un endroit très très pittoresque. Et comme je m'intéressais déjà beaucoup à l'histoire, j'ai posé des questions, etc. On m'a appris que Charles Baudelaire, quand il a séjourné longtemps à Bruxelles, plusieurs années, n'est-ce pas, alors qu'il haïssait, il conspuait les Bruxellois, et pourtant il est resté plusieurs années ici. Vous avez quelques citations d'ailleurs qui ne sont pas piquées des vers dans le livre. Hein. Mais il fréquentait cet endroit. Et on dit c'est le plus ancien établissement de boissons de Bruxelles. Aujourd'hui c'est plutôt un restaurant un peu plus luxueux. Et en fait au départ, j'ai fait des recherches à ce sujet, c'était un relais de poste, n'est-ce pas? Ce qui me permet de parler effectivement de l'installation de la poste à l'époque de Charles Quint à Bruxelles. Et Charles Quint a confié ces relais postaux à une famille allemande, les Turm und Tassis, qui ont donné leur nom, déformé par la population bruxelloise, à l'installation de tours et taxis. Mais c'est les Turm und Tassis qui étaient responsables dans l'Empire romain germanique et dans les Pays-Bas, n'est-ce pas, des relais postaux. Et j'indique d'ailleurs, on le sait aujourd'hui, qu'une lettre pouvait aller à l'époque, via ces relais postaux, à cheval, n'est-ce pas, de Bruxelles à Paris, en quelques jours. Et ça pouvait aller peut-être même plus vite qu'aujourd'hui. C'est assez particulier. Je ne parle pas du courriel, mais je parle de la poste. Ceci n'est pas une attaque contre la poste, évidemment. Et donc Charles Quint a fréquenté ce relais. Pourquoi? Parce que ces relais, c'était aussi des débits de boissons. On s'arrêtait, les gens qui faisaient le travail de postier allaient à cheval, ils se relayaient, la monture était déposée à un endroit, on reprenait un autre cheval et on repartait jusqu'au relais suivant. Mais ça servait aussi d'auberge et de boisson. Et la légende dit que ce relais s'appelait au départ Indenengel, à l'ange, n'est-ce pas? Et que Charles Quint y aurait été, et comme il avait trouvé la personne qui servait les boissons extrêmement désagréable, il l'a appelé Indenspijtigendeuvel, il l'a rebaptisé, c'est-à-dire au diable qui crache. Voilà, si non è vero, è ben trovato. Voilà. Il faut parfois utiliser les légendes ou les personnages légendaires. Ça fait partie de l'histoire. Pour écrire l'histoire. La légende fait partie de l'histoire, à condition de la présenter comme telle et pas comme un fait historique, n'est-ce pas? Alors il y a d'autres, on ne va pas pouvoir s'articuler autour de chacune des étapes de l'histoire, peut-être revenir au tout début où vous citez un autre, j'imagine, de vos maîtres en matière d'histoire qui est Jacques Le Goff, et vous avez déjà fait allusion au fait que la ville de Bruxelles finalement est née de l'eau d'une certaine manière, c'est-à-dire de la présence d'un fleuve, comme d'ailleurs beaucoup de villes, de grandes villes au Moyen-Âge, il fallait qu'il y ait à la fois une activité économique, mais aussi une activité commerciale qui permette le transport. Mais dans le cas de Bruxelles, vous évoquez la Seine à différentes reprises. Alors j'aimerais que vous preniez quelques-unes de ces étapes, depuis le début jusqu'à aujourd'hui. On parle de dévouter la Seine au parc Maximilien. Alors c'est un paradoxe, c'est que cette ville est née de ce cours d'eau, la Seine, et que ce cours d'eau est invisibilisé aujourd'hui. Voilà. Et donc moi, mon plus cher souhait, ce serait effectivement qu'on puisse la voir réapparaître. Une ville traversée par un cours d'eau, c'est magique. Ça a quelque chose de magique. Bon voilà, je le souhaite, c'est peut-être un vœu pieux, nous verrons. Ça se fera peut-être. Il y a des projets qui vont en ce sens, puisque la Seine ne serait plus polluée. Si elle a été voûtée, c'est essentiellement parce qu'elle était polluée. Il faut savoir qu'elle a fait fonctionner l'industrie bruxelloise. Il y a déjà une industrie au Moyen-Âge, notamment toute une série de moulins situés sur la Seine, puis l'eau est une force motrice, mais qu'on déversait aussi
les déchets dans ces eaux usées, etc. Et donc la Seine était devenue un vecteur d'infection, de maladies. Il y a déjà la pollution au Moyen-Âge, ça existe. Et il faut trouver les moyens aussi de se séparer des eaux usées, etc. Et c'est comme ça, tant et si bien que finalement, il a été pris la décision de voûter la Seine et de la détourner de son cours aussi. Voilà. Mais aujourd'hui, elle serait redevenue poissonneuse, dit-on. Oui. Non, oui, c'est sérieux. Donc voilà, on pourrait envisager cette possibilité et j'espère que ça se fera peut-être un jour, quoi. Mais donc cette ville est née, effectivement. Jacques Le Goff, grand médiéviste du XXe siècle, disait voilà, il suffit d'un petit pont de bois et d'un cours d'eau et paf, c'est comme ça que beaucoup de très grandes villes se sont développées, que ce soit Londres, que ce soit Paris et que ce soit encore Bruxelles, effectivement. Alors très longtemps, on a cru que Bruxelles était née vers 989, puisque en 1989, on a commémoré le millénaire de la ville. Et donc je m'attaque au tout début du livre à un dossier extrêmement épineux, mais passionnant, que j'ai appelé le mystère des origines. Voilà. Puisque en fait, le millénaire de 1989 serait un faux millénaire. On le sait aujourd'hui, les recherches notamment du professeur Despy, à la fin de sa vie, il a laissé des articles testamentaires qui indiquent que la véritable date de fondation de la ville, c'est plus tard, ce serait vers 1050, sous l'égide des ducs de Louvain, n'est-ce pas, Lambert Ier et puis Lambert II, voilà, qui eux ont compris l'importance stratégique de ce cours d'eau et le fait de pouvoir y situer effectivement des moulins. Donc c'est quelque chose de très 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 important qu'ils ont compris, quoi. Et ils ont décidé alors de faire de cette petite bourgade une véritable ville qui est née vraisemblablement autour de l'îlot Saint-Géry. Voilà, on n'en est pas loin ici, n'est-ce pas? Et il a été question assez rapidement dans cette ville de l'existence d'un Nedermarkt, ce qui veut dire un marché d'en bas, ce qui ne veut pas dire qu'il y avait un marché en haut, mais le marché d'en bas en question, c'est la Grand Place. Et il y a une historienne qui a émis une hypothèse intéressante qui était peut-être celle d'un développement polynucléaire à Bruxelles, c'est-à-dire qu'il y aurait eu deux noyaux fondateurs, l'un autour de l'îlot Saint-Géry et l'autre plus proche de la Grand Place et de la future église collégiale Saint-Michel, quoi. Et effectivement, dans les fondations de l'église Saint-Michel, on a retrouvé aujourd'hui des traces d'une crypte antérieure, bien antérieure, qui remonte à très très loin. Donc il est possible qu'il y ait déjà eu là aussi des éléments fondateurs de la cité. Mais 1989, ça c'est une date qui est fausse, mais c'est une date qui s'explique parce que, pour des raisons linguistiques, comme souvent en Belgique, n'est-ce pas, là la ville aurait été fondée dans le mythe, dans la légende, par un certain Charles de France, n'est-ce pas, voilà, et qui se serait installé ici, et donc on aurait eu une ville déjà bilingue en 989. D'ailleurs, ça c'est un des aspects voilà. aussi très intéressants de votre livre et qui est une sorte de fil rouge, qui est la question quelle est la langue que l'on parle à Bruxelles depuis le début. Je me suis posé cette question. Et là, je me suis posé cette question. Vous revenez sur cette question. Effectivement, au fil des siècles, je me suis dit, ça vaut la peine de se dire, à l'époque de Charles Quint, quelle langue parlait-on à Bruxelles? Et puis plus tard, quelle langue parlait-on à Bruxelles? Et il y a des témoins à ce sujet, des témoins historiques, voilà. Eh bien, notamment, il y a un édit de Charles Quint qui dit qu'il faut, n'est-ce pas, des écoles, toute une série d'écoles où on enseigne le français à Bruxelles. Voilà, c'est pas inintéressant, n'est-ce pas? On est au XVIe siècle. Voilà, il y a. Et puis on parlait aussi un patois vieil allemand à un moment donné on parle le brabançon. Voilà, on parle le brabançon ici à Bruxelles. Un témoignage postérieur, par exemple, c'est celui en 1763 du père Mozart. Le père Mozart est à Bruxelles avec sa fille Nannerl et le petit Wolfgang Amadeus qui a 9 ans et demi, et il décide de lancer une tournée européenne et de prendre comme point de départ de cette tournée européenne Bruxelles. Il est ici. La même année, il y a un personnage très intrigant qui est à Bruxelles aussi et qui est reçu par le ministre plénipotentiaire Cobenzl. Et ce personnage, c'est le fameux comte de Saint-Germain, n'est-ce pas, alchimiste qui se prétendait immortel. Et donc la même année, nous avons à Bruxelles les Mozart et le comte de Saint-Germain. Et Léopold Mozart, le père Mozart, écrit en Autriche. Et à l'époque, Bruxelles est sous domination autrichienne. Et il dit, c'est quand même curieux dans cette ville, on parle beaucoup le français. Il est étonné de ça, lui, en tant qu'Autrichien, en tant que langue germanique.
Et alors vous indiquez aussi dans votre livre que Mozart, à 7 ans, compose une sonate bruxelloise qui sera plus tard intégrée dans la sonate numéro 1 en Do majeur pour violon et piano. Oui. Je mettrai la référence YouTube. J'ai retrouvé le CD. Ah oui. J'ai retrouvé le CD avec ce qu'on appelle la sonate bruxelloise. Effectivement, il avait 9 ans et demi, il a composé ça. Bon, il a peut-être été un peu aidé par son père, qui était musicien également. Faut pas, voilà. Mais après, effectivement, c'est une pièce qu'on a toujours, on peut toujours l'écouter aujourd'hui. Alors, bon, l'heure tourne. J'aimerais qu'on évoque peut-être pour la suite de cet entretien quelques-unes des personnalités que vous évoquez dans la période qui va de la bataille de Waterloo jusqu'à aujourd'hui, disons. C'est-à-dire 15 ans avant la constitution de la création de la Belgique en 1830 et de la Révolution belge, il y a eu la Révolution brabançonne que j'aimerais que vous évoquiez, qui est dans le sillage de la Révolution française, de la guerre d'indépendance aux États-Unis. Comment Bruxelles a-t-il vécu cet épisode-là? Alors ça, c'est un épisode effectivement très très intéressant, la Révolution brabançonne. Ça se passe en 1790 environ. Et oui, ça dure très peu de temps, mais c'est très intense, n'est-ce pas? Et c'est une sécession, effectivement, des Pays-Bas, ici du Sud, ce qu'on appelle les Pays-Bas méridionaux, par rapport au pouvoir autrichien. Voilà. Et ces gens montent carrément une armée, n'est-ce pas, qui se rassemble d'abord à La Haye, aux Pays-Bas du Nord, n'est-ce pas, qui eux avaient déjà fait sécession bien avant et avaient acquis leur indépendance au prix du sang. Et cette fois-ci, c'est les Pays-Bas méridionaux qui veulent acquérir leur indépendance. Et on va appeler ça la révolution brabançonne, parce qu'ils vont utiliser les couleurs du Brabant, qui vont devenir les futures couleurs du drapeau belge. C'est les 3 couleurs, le noir, le jaune, le rouge, les cocardes qu'arborent les militaires, n'est-ce pas, de l'époque. Alors c'est une révolution très contrastée, très paradoxale, parce qu'on y retrouve des gens de droite et des gens de gauche. Voilà, il y a 2 camps qui s'allient entre eux, alors que ce sont des camps opposés, n'est-ce pas? Il y a les Vankistes d'un côté, et puis il y a les autres, et ces gens-là, eh bien, ils représentent les uns le souhait de retourner à l'ancien régime, alors que l'empereur autrichien à l'époque, n'est-ce pas, eh bien, il essaye, cet empereur François-Joseph, il essaye de réformer les structures socio-économiques et politiques dans le pays. Et ces gens-là, je dirais, ces conservateurs, le supportent très très mal. L'Église le supporte très mal aussi, parce que cet empereur autrichien, c'est ce qu'on appelle un despote éclairé. Sa devise, c'est « tout pour le peuple, rien par le peuple ». Très particulier, n'est-ce pas? Voilà. Il arrive à mettre aussi contre lui la gauche, n'est-ce pas? Voilà. Notamment un personnage intéressant que j'explore dans mon livre, qui est Jean-Baptiste Verlooy, qui est originaire des Flandres et qui va venir s'installer, qui est avocat, qui va venir s'installer à Bruxelles, qui est un personnage très contrasté aussi, typiquement belge, je vais dire, dans le sens où le créateur du mouvement, c'est peut-être le premier flamingant. Oui. Il publie en néerlandais un pamphlet qu'il adresse d'abord, on le sait maintenant, à l'empereur autrichien, en lui disant, dans cette région ici, et c'est de nouveau très intéressant par rapport à à l'état de la langue à Bruxelles, il dit, dans cette région, les gens ne parlent plus leur langue maternelle, Moederlijke-taal. Le fameux dialecte brabançon, ils l'abandonnent, ils ont honte de parler cette langue, ils veulent parler la langue française, etc. Il faut retourner à la langue maternelle, il faut créer des écoles dans la langue maternelle, créer une grammaire dans la langue maternelle, et créer une littérature digne de ce nom dans la langue maternelle. Voilà. Et c'est pourquoi il est considéré comme le précurseur du mouvement flamand, n'est-ce pas? Mais ce même Jean-Baptiste Verlooy est aussi quelqu'un qui participe du mouvement des Lumières, et même des Lumières radicales, et quand, après l'échec de la révolution brabançonne, qui sera écrasée par les armées autrichiennes, eh bien, les 2 camps, aussi bien la gauche que la droite, qui avaient fait cette révolution paradoxale, cette révolution contrastée, seront écrasés et disséminés, mais très vite après, eh bien, les révolutionnaires français s'installent en Belgique, finissent par annexer la Belgique, en font un département, ici ça devient le département de la Dyle, et nomment un premier maire de Bruxelles. Eh bien, qui va être nommé maire de Bruxelles par le pouvoir français? Jean-Baptiste Verlooy. Et là, il tourne complètement kazakh, il est plus flamingant, il est complètement pro-français. Et il dit à tout le monde ici, et on a des écrits de lui aussi à l'époque, qui disent, voilà, enfin la République française va vous permettre d'être égaux de quelque classe sociale que vous soyez,
quelle que soit votre confession religieuse ou autre, eh bien nous sommes tous égaux, liberté, égalité, fraternité. Voilà, donc on a là l'exemple, c'est quelqu'un de très particulier, c'est un personnage vraiment intéressant de l'époque, et qui a vécu, alors qu'il est originaire des Flandres, mais il a vécu toute sa carrière quasiment à Bruxelles, quoi. Alors on va faire un bond, parce qu'on arrive petit à petit au terme de l'entretien, mais j'aimerais quand même qu'on évoque d'autres personnages après 1830, donc 1830, la révolution que vous racontez magnifiquement dans le livre, avec tous les épisodes les plus significatifs, et aussi la désignation en quelque sorte du souverain Léopold Ier qui dit de la Belgique, d'ailleurs la Belgique n'est que de la prose, et il accepte de devenir souverain finalement, on dirait presque à contre-cœur, ou plutôt faute de mieux. Alors les personnalités que j'aimerais que vous évoquiez peut-être brièvement, même s'il y a beaucoup à dire, ce sont toutes ces personnalités qui ont trouvé refuge dans la Belgique de l'époque, et à Bruxelles en particulier, notamment les sœurs Brontë, Karl Marx et Victor Hugo, avec peut-être pour Victor Hugo un petit développement sur l'imprimerie et les librairies de Bruxelles, notamment avec l'éditeur Lacroix. D'accord. Bon, en étant synthétique. Oui, alors pour faire ça, il faut quand même retourner un tout petit peu en arrière et savoir que la révolution qui a lieu ici en 1830 et qui va s'achever par l'indépendance de la Belgique, elle a d'abord comme prodrome, comme base, n'est-ce pas, la révolution brabançonne. C'est là qu'on voit naître en direct cette espèce d'idée la naissance, j'ai appelé ça naissance d'une nation, cette idée nationale, qui très vite va être mise à mal, n'est-ce pas, parce qu'il va y avoir le mouvement flamand d'un côté, etc. Et voilà, c'est un pays divisé. Mais il y a quand même cet esprit national. Eh bien, il faut savoir, après qu'on va retrouver certains acteurs lors de l'indépendance en 1830, on va retrouver les couleurs qui étaient apparues lors de la révolution brabançonne en 1790, tout ça, c'est pas loin, 1790, 1830, il y a 40 ans de distance, n'est-ce pas? C'est très court. Et eh bien, on a hésité à faire une république ici. Et notamment, il y a un personnage étonnant qui se trouvait ici, un descendant de Michel-Ange, qui est un révolutionnaire professionnel qui avait participé à Paris à une tentative je dirais, de république anarchiste. Enfin, c'est un personnage très particulier que Karl Marx va d'ailleurs saluer dans ses écrits. Buonarroti, descendant de Michel-Ange, dit-on. Voilà. Et lui, il va écrire un article depuis Paris, en 1830, de la forme républicaine à donner à la nation belge. Voilà. Mais le Congrès national qui s'est réuni en Belgique, à quelques voix près, a décidé pour la forme de royauté constitutionnelle. Baudelaire appellera ça, il parlera du monarque constitutionnel en disant « automate en hôtel garni ». C'est une formule fulgurante. Oui. Ce qui est assez méchant. Je montre que les rois des Belges successifs, jusqu'à il y a peu, ont essayé à tout prix et par tous les moyens d'élargir le périmètre de leur pouvoir. Et que le premier, Léopold Ier, il écrit dans sa correspondance privée, et je le cite, « Je suis tombé au milieu d'une bande de républicains fous. » Et donc il se sent très très à l'étroit ici en Belgique, il se rend compte qu'il y a quand même aussi cette aspiration républicaine. Et c'est ça qui explique, n'est-ce pas, l'esprit très libéral qui règne dans cette petite patrie ici en 1830, et c'est pour ça qu'elle va servir de refuge à beaucoup de proscrits, n'est-ce pas, que ce soit Karl Marx qui va y séjourner tout un temps, il finira par être expulsé manu militari. Pourquoi? Parce qu'on le soupçonnait de préparer une révolution à Bruxelles, une révolution armée, et il est vrai qu'il fréquentait à la Grand Place un club éducatif allemand qui dissimulait une officine communiste. Tout ça est assez vrai, mais il n'y a pas eu de projet de conspiration armée de la part de Marx. Enfin bon, n'empêche qu'il a été expulsé. Hugo sera expulsé également. Pourquoi? Parce qu'il veut que Bruxelles accueille les réfugiés de la Commune. Voilà, on vient de reparler de la Commune récemment, qui a eu lieu à Paris en 1870. 150 ans de la voilà. Commune. Et ça, c'est très délicat pour le gouvernement belge de jouer cette carte, n'est-ce pas? Et donc Hugo finira par se faire également expulser. Voilà. Mais tous ces personnages qui vont vivre un temps à Bruxelles, je parle aussi de l'idylle entre Rimbaud et Verlaine, qui eux aussi étaient très proches du mouvement de la Commune et qui ont vécu tout un temps à Bruxelles. Ça s'est terminé tragiquement d'ailleurs. Verlaine a fini par tirer un coup de pistolet sur Rimbaud après avoir acheté ce pistolet, je l'explique, dans les galeries Saint-Hubert. Tous ces personnages trouvent refuge en Belgique.
Ça n'est pas par hasard, parce que c'est sans doute une des nations les plus libérales de l'époque. J'entends ici par libéral, non pas au sens politicien comme on l'entend aujourd'hui, mais au sens de la liberté qui régnait au sein du petit royaume de Belgique à l'époque. Voilà, je trouve ça tout à fait intéressant. Alors les sœurs Brontë, ça c'est un cas différent. Elles ne sont pas ici en tant que réfugiées, ce n'est pas des proscrites, mais c'est des jeunes filles qu'on a envoyées à Bruxelles pour apprendre le français. Voilà. Problème, l'une des deux sœurs Brontë tombe amoureuse de son professeur. Voilà. Et je raconte un peu l'histoire, qui a été très bien racontée d'ailleurs par une Anglaise vivant en Belgique. Je me suis basé sur ces recherches. Et ça a donné lieu, chez une des sœurs Brontë, à un roman, n'est-ce pas, qui s'appelle d'ailleurs Le Professeur. C'est tout à fait intéressant. Un professeur qui s'appelait Égée, en l'occurrence. Voilà. Alors, Arnaud Delacroix, on pourrait continuer, je dirais, à l'infini, mais il faudrait faire plusieurs coups de midi pour évoquer d'autres aspects. J'aurais voulu qu'on évoque les aspects liés à la statuaire, notamment à l'érection d'une statue dédiée à Godefroy de Bouillon, qui permet l'élaboration d'une mythologie belge inventée de toutes pièces. Et vous citez le discours de Rogier, qui est un morceau de bravoure exceptionnel. C'est extraordinaire. Mais on dirait un discours du maire de Champignac. Ah oui, non, c'est vraiment... Il y a plein d'éléments comme ça dans le livre, dans cette nouvelle histoire de Bruxelles, que j'invite tous ceux qui nous écoutent, qui nous regardent, je les invite à se plonger toutes affaires cessantes dans ce livre. Et ils verront aussi, comme vous disiez au début, que Bruxelles est une ville carrefour. J'ai eu l'impression aussi que ce livre était aussi un livre carrefour, puisqu'on y trouve un point de convergence entre différents ouvrages que vous avez écrits et différents personnages que vous évoquez. Et je vais les citer simplement sans vous demander d'y réagir. C'est notamment De Grelle, auquel vous avez consacré une histoire, une biographie tout à fait remarquable, mais aussi des éléments liés à la franc-maçonnerie, à laquelle vous avez consacré un ouvrage sous forme de récit graphique, un magnifique ouvrage qui s'appelle la franc-maçonnerie dévoilée. Et j'ai donc le sentiment que, d'une certaine manière, vous nourrissez ce livre-ci de tous les axes qui peuvent aussi irriguer une histoire de la ville de Bruxelles à travers tous les récits que vous avez déjà donnés sur ces personnages. C'est très bien vu, c'est très juste. Je suis né dans cette ville et j'ai beaucoup voyagé, j'ai vécu tout un temps ailleurs, dans beaucoup d'endroits différents, mais je suis toujours retourné à Bruxelles et finalement j'y ai passé beaucoup de temps. J'ai mis énormément de temps à la découvrir. Je trouve que c'est une ville qui a une histoire passionnante et que ce qui se passe aujourd'hui à Bruxelles, c'est la résultante de toute cette histoire. Nous sommes ce que nous avons été, en très grande partie, même si, je l'espère, nous avons un avenir. Voilà, c'est là-dessus que se termine le livre. Absolument. D'ailleurs, le dernier voilà. Chapitre du livre, c'est vraiment sur la vocation européenne centrale de Bruxelles. Et je pense que il y a la matière non seulement à redécouvrir la ville à travers son histoire, et à travers la manière dont vous racontez des épisodes qui permettraient presque d'en faire un guide dans Bruxelles, pour se promener dans Bruxelles. Alors, et ça, là, vous allez organiser ça. Effectivement, non, mais j'ai essayé, au fil de l'histoire, de montrer quelles sont les reliques, les endroits, les traces qu'on peut toujours voir et visiter aujourd'hui. Voilà, c'est aussi bien... je fais un parcours des deux enceintes, ce qui subsiste des deux enceintes successives médiévales de la ville. On parlait de la maison d'Erasme en commençant, et beaucoup d'autres traces qui subsistent, n'est-ce pas, de tous les événements qui se sont déroulés dans cette ville. Voilà, on a la chance qu'elles ont été en grande partie, pas toujours, mais en grande partie, conservées. Voilà. Très bien. Eh bien, Arnaud Delacroix, je vous donne rendez-vous alors pour le vrai millénaire de Bruxelles en 1050, en 2050. Nous aurons le millénaire qu'on pourra appeler le millénaire Arnaud Delacroix. Merci beaucoup à vous, public des Riche-Clair, public virtuel aujourd'hui des Riche-Clair. Merci à la Bibliothèque des Riche-Clair. Merci Arnaud. Merci Jean.